Le dernier salon CES de Las Vegas a été le théâtre d'une annonce inattendue du PDG de Stellantis, Carlos Tavares. Ce géant de l'industrie automobile, avec ses marques comme Peugeot, Fiat et Jeep, a dévoilé la création de Mobilisights, une nouvelle division axée sur les données et les services connectés. Stellantis s'attend à générer 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030, rien que ça. Sur le papier, cela s'annonce pas mal, mais dans les faits, le danger se cache souvent derrière les promesses les plus éclatantes. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de deux géants, de deux leaders incontestables dans leur domaine qui ont été incapables de mener à bien leur projet d'innovation, leur projet de transformation. Ce que vous allez découvrir pourrait bien remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la transformation réussie d'une entreprise. Alors, si jamais Carlos Tavares passait par ici, je l'invite humblement à rester jusqu'au bout. Allez, c'est parti! La première histoire, c'est celle aussi d'un constructeur automobile, et pas des moindres, puisque c'est lui qui a inventé la fabrication de la voiture en grande série en 1908. Il s'agit du constructeur américain Ford. En 2014, Ford a annoncé la création d'une division digitale, Smart Mobility, qui était censée aider l'entreprise à passer du statut de constructeur automobile traditionnel à celui de fournisseur de mobilité axé sur la technologie. Cela mérite une petite explication. Ce n'est pas un hasard si tous les constructeurs veulent utiliser le digital pour transformer leur business model. Une voiture, c'est désormais un ordinateur avec 4 roues. Le logiciel est devenu central, tant pour piloter les fonctions de la voiture que pour l'expérience, la sécurité et le confort des passagers. Autre fait encore plus marquant, c'est notre rapport à la voiture qui a changé. De moins en moins de gens achètent leur véhicule, les conducteurs veulent de la souplesse, pouvoir changer de modèle en fonction de leurs besoins, par exemple avoir une petite voiture électrique pour la semaine, ou un SUV pour partir en vacances. Et puis ils veulent faire de l'autopartage, etc. Donc Ford voulait tout simplement ne pas se retrouver balayé par ces changements. Son PDG de l'époque avait pour ambition de prendre une partie du marché des services de transport, comme les mobilités douces avec les trottinettes électriques, ou comme les services de réservation de places de parking. Mais aussi de proposer au sein de sa marque des véhicules autonomes et une expérience connectée. Et il parlait déjà d'en vouloir commercialiser les données. L'annonce de Stellantis au CES n'a rien de nouveau. Alors Ford lancera la filiale en mars 2016 et va y injecter beaucoup d'argent. Ils vont recruter des talents de la Silicon Valley, par exemple un directeur marketing débauché chez Apple, et puis ils vont ouvrir plusieurs centres de recherche dans le monde. Il y en aura même un à Londres qui va travailler sur du mobilier urbain connecté. En 2017, Smart Mobility va afficher une perte importante de 300 millions de dollars, rien que ça. Mais pour Ford, ce type de montant, c'est une paille à l'échelle des 150 milliards du chiffre d'affaires du constructeur. Les années s'enchaînent et les pertes continuent de s'accumuler. Il faut dire que Ford investissait tout azimut et rachetait de nombreuses startups. Évidemment, cela ne finira par ne pas plaire aux actionnaires, le cours de bourse de Ford dévisse. Et en 2018, plusieurs cadres exécutifs sont contraints de partir, mais cela ne suffira pas. Et en parallèle, sur son métier d'origine, Ford va accumuler les critiques, notamment sur la qualité de ses véhicules. Pour arrêter l'hémorragie, le PDG de Ford démissionne et Smart Mobility est tout simplement fermé. Et pourtant, la plupart des innovations sur lesquelles il travaillait sont bien présentes aujourd'hui dans notre quotidien. Le marché existait bel et bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment Ford, qui est une firme mondiale avec des gens brillants et compétents à sa tête, a pu, excusez-moi l'expression, se ramasser comme ça? Alors, une mise en garde s'impose. Il est toujours plus aisé de décortiquer les erreurs une fois qu'elles ont été commises, jamais en temps réel. Je ne prétends pas avoir la science infuse pour savoir ce qui fonctionne à tout moment, mais c'est justement ce qui rend l'analyse des erreurs et leur mise en perspective si précieux. Alors, regardons ensemble les erreurs de Ford. Premier point, Smart Mobility faisait trop de choses à la fois. Ils ont été, pour ainsi dire, victimes de la peur de passer à côté de la technologie qui allait rafler la mise. Ils ont eu peur de rater le bon coup. Dans cette division, on travaillait sur le véhicule autonome, sur du mobilier urbain, sur la gestion intelligente du trafic dans les villes, sur des trottinettes en libre service, et quand même sur le dispositif multimédia des voitures Ford. Des sujets qui n'ont rien à voir entre eux. Les recrutements massifs dans la Silicon Valley donnent le sentiment que Ford voulait surtout concurrencer Google et les géants de la tech, par peur de disparaître ou de se faire doubler. Tesla commençait à avoir du succès. Donc première erreur, les investissements étaient sur papier massifs, mais dans les faits, ils étaient émiettés. C'est vrai que dans l'innovation, le foisonnement compte beaucoup, car il y a statistiquement plus de projets qui vont dans le mur que l'inverse. Mais il faut quand même un minimum de cohérence stratégique pour tenir la distance. La seconde erreur, et c'est sans doute celle-ci la plus importante, c'est que cette division n'était pas intégrée au cœur de Ford. Les locaux n'étaient même pas partagés avec les entités historiques de la firme. C'est une situation malheureusement très courante.
L'industrie automobile et la tech sont deux mondes à part. Il est alors très tentant que chacun reste chez soi. Généralement, ce qui se passe, c'est que la firme historique se replie sur elle-même, et c'est plutôt l'incompréhension totale parmi les équipes. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi on leur donne tant d'argent? Et la nouvelle entité, elle peut devenir vite arrogante, sûre d'elle-même, en prenant de haut les anciens qui ne comprennent décidément rien à la nouvelle économie. La transformation digitale, c'est pas faire table rase, c'est une opération de pivot, et elle concerne toute l'entreprise. L'effort, si je puis dire, il doit être partagé par tous. Il est préférable de s'appuyer au maximum sur des talents internes avant de vouloir débaucher à tout va. Bien avant d'être une histoire de gros sous, c'est donc une affaire de leadership. Si les managers, et je parle surtout des cadres intermédiaires, ne sont pas convaincus et ni à la manœuvre, la sauce ne prendra jamais. Donc si votre société pensait à racheter une start-up pour accélérer sa transformation, mon conseil c'est de l'intégrer rapidement et physiquement, de ne pas la laisser dans un coin, bref, d'aller au bout du changement. Sinon, vous aurez deux entreprises avec deux ADN différents et vous passerez votre temps à gérer les susceptibilités et à faire de la politique plutôt que d'acter la transformation de votre société. Mais attention, il ne s'agit pas de l'absorber pour autant car c'est faire un retour à la case départ. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Il faut arriver à prendre le meilleur des mondes. Il faut arriver à construire une nouvelle culture, une nouvelle identité. Je vous propose maintenant de remonter aux années 70 pour notre deuxième histoire. Je vais vous parler de Xerox, que tout le monde connaît pour ses imprimantes. Xerox a une très forte culture d'innovation. Ils détiennent de nombreux brevets pour leurs machines d'impression, mais pas que. En juillet 1970, Xerox a ouvert un centre de recherche dans la Silicon Valley appelé PARC, le Palo Alto Research Center. Ce centre de recherche accueillait la crème de la crème des ingénieurs et chercheurs informatiques de l'époque. Et il y régnait une culture d'entreprise qui les poussait à produire le meilleur d'eux-mêmes. Les idées étaient écoutées sans jugement hâtif et définitif, les collaborateurs étaient valorisés avec de la reconnaissance lorsqu'ils arrivaient à résoudre des problèmes complexes. Il y avait aussi plusieurs laboratoires, électroniques, logiciels, mais sans aucun silo, sans aucune politique d'affrontement pour obtenir les budgets. Et surtout, il y avait une communication libre et fluide, à tous les niveaux, où les idées étaient mises en débat, où le collectif primait sur l'inventeur isolé qu'on aime pourtant tellement célébré aux États-Unis. À chaque fois qu'un protagoniste de l'époque est interrogé, vous comprenez que ce qui régnait au sein du parc, c'était l'excitation et la joie procurée par l'invention. Et c'est dans ce laboratoire que la plupart des technologies informatiques modernes que nous connaissons ont été inventées avant 1980. La souris, l'interface graphique, les polices d'écriture, la reconnaissance optique, le réseau internet et l'ordinateur de bureau. Pourtant, vous et moi, aujourd'hui, nous ne travaillons sur aucun ordinateur Xerox. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la culture de l'entreprise qui a fait défaut, la culture de la maison mère Xerox. Ces managers n'ont jamais réellement perçu la valeur qu'il y avait dans les innovations du parc, sauf peut-être l'invention de l'imprimante laser. Ils n'ont pas envisagé le changement de paradigme qui allait s'opérer, celui où trônerait sur chaque bureau d'entreprise un ordinateur. On peut lire des interviews où les commerciaux de Xerox visitaient le parc avec un certain malaise, car on y croisait plutôt des babacools que des costumes cravates. Bref, l'ADN de Xerox, c'était les copieurs et un art de la vente, aujourd'hui pris en exemple dans beaucoup d'entreprises. Pourtant, en 81, Xerox a bien tenté de commercialiser un ordinateur appelé Star, et il était même plus sophistiqué que le nouveau PC d'IBM. Mais ce n'était pas la priorité du canal historique de l'entreprise, si je puis dire, et le Star était surtout mal positionné et trop cher. Cela ne correspondait pas aux attentes et aux besoins du marché. Avec le recul, on comprend qu'il manquait un maillon entre Xerox et le parc, entre cette puissance commerciale et ses inventeurs. Chacun se regardait en se demandant ce que faisait l'autre. Et c'est toute la difficulté. Comment passer de l'innovation à un produit? Alors il y a une société qui est très forte pour ça, c'est Apple. Mais malgré ce qu'on croit, Apple innove assez peu. Son savoir-faire, c'est d'assembler différentes briques pour les transformer en produits à succès. Par exemple, l'iPod, qui a fait redécoller la marque, avait été déjà inventé en 1979 par Dave Kramer. Il avait même imaginé le système de diffusion de la musique par streaming. Malheureusement pour lui, vers la fin des années 80, il n'avait pas les fonds pour renouveler son brevet, et il ne toucha jamais rien sur les ventes de l'iPod. Et justement, un certain Steve Jobs a visité le laboratoire PARC en 1976. Avec le recul, on imagine comment il a dû être bluffé par ces innovations. Clairement, il a fait son marché au parc. Tiens, c'est pas mal ça, ça aussi. Car les innovations du labo, comme la souris et l'interface graphique, elles vont se retrouver dans les ordinateurs qu'il va commercialiser plus tard chez Apple. Et bien entendu, il dira que ce sont les premiers à l'avoir fait. Sacré Steve. Les échecs de Ford et Xerox nous révèlent que la transformation d'une entreprise ne peut être réussie uniquement par des idées brillantes ou des fonds considérables. C'est la culture profonde de l'entreprise qui en détermine réellement le succès. C'est avant tout une aventure humaine et cela peut être aussi difficile qu'excitant à réaliser. Voilà, j'espère que cela vous aura plu et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À bientôt!